Bonjour tout le monde, ici Vanessa DL et bienvenue au podcast Mystique, le podcast dans lequel on tente de démystifier le mystique, d'explorer l'occulte et d'apprivoiser l'inconnu dans la spiritualité, et ce sans tabou et sans censure. Je suis super heureuse de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode de questions-réponses qui est un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire d'habitude. Vous voyez comment ça part bien tout ça? Donc, si vous avez suivi le podcast dans les derniers mois, en fait, my God, on est déjà rendu là. Vous savez qu'une semaine sur deux, je choisis une question qui m'a été envoyée par courriel, puis j'essaie de décortiquer la situation, d'utiliser la lentille de l'astrologie, parfois du tarot, pour essayer d'offrir, en toute humilité, un petit conseil de sorcière. Vous allez pouvoir m'envoyer vos questions à mon adresse courriel info@vanessa.dl.com parce qu'on va retourner avec ce genre d'épisode-là dans les prochaines semaines. Mais pour aujourd'hui, j'avais le goût de vous offrir un épisode un peu différent. Donc, au lieu d'avoir une seule question dans laquelle je plonge dans les profondeurs, j'ai décidé de prendre 6 petites questions que je vais aborder en surface. Donc, c'est peut-être Vénus en Gémeaux qui m'a inspirée. Qui sait? Je ne sais pas, mais c'est comme ça que je le filais cette semaine. Puis, alors je me suis dit, pourquoi pas? Faisons-le comme ça. Puis, à la toute fin de l'épisode, je vais vous offrir un petit tirage de tarot collectif, question qu'on reçoive toute une petite guidance pour bien commencer la semaine. La toute première question qu'on m'a envoyée, je l'ai choisie parce que je la trouvais douce, puis je la trouvais gentille comme question, puis c'est tout simplement « Comment vas-tu? » Si vous avez suivi un peu mon compte Instagram dans la dernière semaine, vous avez vu que j'ai pris quelques jours off des médias sociaux suite à une petite procédure chirurgicale pour rien de grave, mais que je tenais quand même à mentionner sur l'épisode de podcast parce que je pense pas que je suis la seule. En fait, je le sais que je suis pas la seule qui l'a vécu. Puis, dès que je me mets à en parler, je réalise qu'il y a plein d'autres mondes qui me disent « Ah oui, moi aussi ça m'est arrivé, moi aussi je l'ai eu », puis là on commence à en jaser, puis on réalise qu'on n'est pas toute seule là-dedans. Donc, il y a quelques mois, au mois de janvier passé, pour être plus exact, j'ai fait un pap test de routine qui est revenu anormal. Donc, ils ont trouvé des cellules anormales dans mon col de l'utérus. Puis, j'ai dû aller faire une colposcopie. Donc, c'est ça se peut que mon jargon soit pas top shape, tout le monde, vous m'en excuserez. Mais une colposcopie, c'est un test dans lequel on va retirer une partie des cellules qui sont anormales de l'utérus, puis on va les faire tester pour savoir c'est quoi exactement, est-ce que c'est précancéreux, est-ce que c'est cancéreux, etc. Puis, turns out que suite à la colposcopie, ils ont réalisé que les cellules étaient précancéreuses, ce qui signifie qu'on doit les retirer pour éviter qu'elles se transforment en cancer. Donc, cette semaine, j'ai eu le LEEP qu'on appelle, je pense que ça s'appelle juste comme ça, le LEEP, où est-ce que c'est une procédure chirurgicale où est-ce qu'on utilise des petits fils électriques pour venir retirer, couper la partie précancéreuse de l'utérus. Donc, c'est très petit comme procédure. Ça prend du temps à s'installer pour la faire, mais en général, ça dure très, très peu de temps. Ça s'est super bien passé de mon côté. Ça n'a pas été trop douloureux sur le moment. Je vous avouerai que le reste de la journée après, quand ça s'est mis à dégeler, parce que c'était sur anesthésie locale, après, ça s'est mis à faire mal. T'sais, j'avais l'impression d'avoir fait 3 cours de spinning de suite. Puis tu sais, c'est une chose d'avoir mal au bras, c'est une autre chose d'avoir mal à la noune. Puis on dirait que c'était comme pas très, très agréable comme feeling. Mais c'était très, très, très tolérable, par contre. Mais on ne m'avait pas dit que les règles suivantes allaient être
assez intense, puis je pense que ça dépend pour chaque personne, ça va être différent, mais mes règles se sont déclenchées 2 jours après la procédure, puis oh my god, une nuit blanche à me tortiller dans mon lit, à être vraiment en douleur, fait que j'ai eu des crampes menstruelles épouvantables. Mais sinon, je vous dirais que la procédure s'est super bien passée. Il n'y a pas de danger pour ma fertilité. Ils s'en vont tester ce qu'ils ont récolté, on va dire ça comme ça, pour voir si c'est exactement ce qu'ils pensaient, est-ce que c'est plus grave, est-ce que ce l'est pas. Puis je devrais avoir des nouvelles d'ici 6 semaines. Ça ne m'inquiète pas du tout. Puis si tout va bien, je revois seulement la gynécologue dans 6 mois. Donc, si jamais ça vous arrive un jour, gang, sachez que ça se fait très bien, que ce n'est pas la fin du monde, mais je sais très bien que pour certaines personnes, par contre, c'est très douloureux cette procédure-là. Mais de mon côté, ça s'est bien passé. Suite à ça, j'ai essayé de prendre 5 jours de congé et j'ai fail terriblement. Pas terriblement, j'ai quand même pris certains moments off, mais maudit que j'ai de la misère à arrêter de travailler. Je le réalise, puis je pense que c'est parce que j'aime tellement ce que je fais. Tu sais, dès que j'ai du temps off, mon cerveau commence à rouler, puis à avoir des idées, puis à devenir créatif, puis c'est dur pour moi de m'arrêter là-dedans, puis de dire non, tes bonnes idées, là, garde-les sur le côté, compartimentalise ça, puis là, fais rien, chill. Donc oui, ça n'a pas super bien fonctionné, mon 5 jours de congé, mais je me sens quand même reposée, puis je pense que c'est ça qui était important. Puis je tiens à dire aussi qu'une des choses qui m'a beaucoup aidée dans les 2 dernières semaines, en fait, c'est le cours de méditation que j'ai fait avec mon amie Dawn. Je vous ai mis le lien dans la description de l'épisode, puis il y a un lien aussi dans ma bio Instagram. Puis c'est vraiment juste parce que ça a tellement eu un impact positif sur ma vie. J'ai tellement compris de choses sur moi-même, sur mon anxiété aussi, puis d'où mon anxiété prend racine, juste avec une pratique de pleine conscience. Puis je trouve que c'est un format exceptionnel. Bref, je vous le conseille, puis je vous ai donné le lien pour que vous puissiez y avoir accès facilement. Et peut-être que ça va vous aider vous aussi. Mais somme toute, à travers cette petite situation de santé-là, le cours de méditation que je me suis offert, les journées de congé que j'ai essayé de prendre, je pense que je me sens reposée, encore un peu stressée, je dois avouer, mais aussi beaucoup plus alignée, puis beaucoup plus motivée pour ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. La deuxième question. Par quoi la saison du Taureau se caractérise? Premièrement, je pense que pour bien expliquer la saison du Taureau, ça vaudrait la peine que j'explique la saison du Bélier qui vient de se terminer. Et ça va permettre aussi aux gens qui ont des placements en Bélier d'avoir un petit peu d'informations, étant donné que je n'ai pas fait de vidéo sur Instagram pour le signe du Bélier. Donc, ce signe-là, le Bélier, c'est le tout premier signe du zodiaque qui représente l'étincelle de vie. Souvent, on va dire à tort que les béliers sont égoïstes. Moi, je dirais plutôt que les béliers doivent apprendre à servir leur intérêt personnel, c'est-à-dire de penser à ce qu'ils veulent, mais en ayant de la considération pour les besoins des autres en même temps. Si on fait preuve d'égoïsme, on se fout complètement de l'impact que nos décisions ou nos choix ont sur les autres. Par contre, quand j'apprends à servir mon intérêt personnel, je peux même apprendre à servir des intérêts mutuels. Donc, j'ai conscience de quel but je veux atteindre personnellement. Je sais que telle autre personne a son but qu'elle veut atteindre aussi. Fait que comment est-ce qu'on peut s'entraider, nous autres, pour que, en servant notre intérêt personnel, on soit capable de servir des intérêts mutuels? Donc, le signe du bélier doit apprendre à faire preuve d'un égoïsme qui est sain. Donc, on va arrêter d'appeler ça de l'égoïsme, on va appeler ça de l'intérêt personnel. Le signe du bélier, c'est aussi un signe qu'on associe beaucoup à la fougue, à l'archétype du guerrier, à un désir de victoire, au développement du courage. Fait qu'on peut s'imaginer un feu un peu difficile à contrôler tellement qu'il est passionné et intense. Sauf que là, avec le signe du taureau, c'est de dire, OK, ben c'est bien beau cette étincelle de vie-là, mais il faut lui offrir un contenant, il faut qu'on lui donne quelque chose dans lequel le feu va pouvoir se contenir et perdurer.
Et ça, c'est le corps, mesdames et messieurs, parce que le signe du taureau est associé à la physicalité de l'humain, à son corps physique. C'est pour ça qu'on dit que dans la mission du taureau, c'est d'expérimenter la vie à travers ses sens. C'est un signe qu'on associe beaucoup à la sensualité. Puis oui, d'un côté sexuel, on peut penser à la sensualité, le plaisir du corps dans la sexualité, mais je vous dirais que ça va plus loin que ça. C'est une paix d'esprit qui peuvent être trouvées dans la simplicité d'être dans la pleine conscience. Si je mange un raisin, que je bois un verre de vin ou un café, si je suis en train de jouer d'un instrument de musique, je suis absorbée par le côté sensoriel de ce que je fais, ce qui me permet d'être à 100% dans mon expérience. Et c'est pour ça que le taureau se caractérise aussi par la recherche de plaisir. Fait que oui, le plaisir des sens, mais aussi le confort, c'est un grand thème pour le signe du taureau. On aime ça être bien, on aime ça être confortable, avoir une petite bougie, des petits chocolats, un bon bain chaud, toutes des choses qui sont très, très, très appréciées par la saison du taureau. Puis, j'ai pensé vous offrir, en fait, les 3 questions que j'ai posées durant le Moon Club de la semaine passée. Donc, si vous savez pas c'est quoi un Moon Club, ce sont des petits cercles pour toute personne qui s'identifie comme femme. Je prends seulement 13 personnes par cercle. Puis, je guide des cercles de discussion. Puis, les questions sont basées sur l'astrologie du moment. Donc, les questions que je posais la semaine dernière, c'était premièrement, qu'est-ce que vous avez appris jusqu'à présent sur vous-même depuis le début du confinement? Je trouvais que cette question-là était intéressante parce que présentement, le Soleil, qui est en Taureau, répond à Vénus, qui est en Gémeaux. Donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que la planète Vénus, c'est la planète maîtresse du signe du Taureau. Et donc, c'est comme si c'était Vénus qui donnait les ordres au Soleil en ce moment, puis à toutes les autres planètes qui sont en Taureau. Donc, Uranus, Mercure, je pense que maintenant... Non, est-ce ça? Je suis pas certaine de ce que je vous avance là, mais je sais par exemple que Uranus et le Soleil sont en train de répondre aux ordres de Vénus. Et donc, puisque Vénus est en Taureau, mon Dieu, non, c'est pas ça. Puisque Vénus est en Gémeaux, pardon, vous allez voir que vous avez vraiment plus l'esprit à essayer de comprendre des choses, à essayer d'observer, d'explorer, puis de trouver une certaine compréhension, pour ne pas dire d'intellectualiser certaines choses que vous apprenez. Donc, de vous poser la question, qu'est-ce que j'ai appris sur moi-même depuis le début du confinement? C'est une super bonne question à se poser ces temps-ci. Deuxième question, comment est-ce que vous allez ou comment est-ce que vous connectez avec le plaisir ces temps-ci? De quelle manière est-ce que vous vous offrez du plaisir? Et de quelle manière voudriez-vous innover dans votre recherche de plaisir? Parce que Uranus, qui était en alignement avec la Lune et le Soleil lors de la nouvelle Lune, c'est la planète qu'on associe aux révolutions et à la radicalisation. Fait que l'idée d'innover, de vouloir prendre ce qu'on a, mais de lui jeter un regard frais, de penser outside the box. Donc, de réfléchir à, oui, comment j'ai connecté au plaisir jusqu'à présent, mais de quelle manière est-ce que je peux innover dans ma recherche de plaisir? Ce qui était le fun, c'est que toutes les réponses que les gens ont données pendant le Moon Club m'ont vraiment permis de même me laisser inspirer, d'avoir des nouvelles idées à savoir comment j'ai envie de connecter dans les prochaines semaines pour la saison du Taureau avec le plaisir. Il va aussi y avoir une pleine lune le 7 mai prochain, qui va être une pleine lune en Scorpion. Puis, c'est assez rare que je fais des rituels de pleine lune, que ça soit en ligne ou en groupe, en personne. Habituellement, c'est quelque chose de plus personnel pour moi, mais j'ai tellement senti l'appel d'offrir un rituel collectif parce que le signe du Scorpion, en opposition au Taureau, c'est le signe qu'on associe au mysticisme, au mystère, à l'idée de voyager entre les deux mondes. C'est une pleine lune qui est très, très forte, comme par exemple, c'est la lune sous laquelle le Bouddha aurait trouvé l'illumination.
Donc, c'est une pleine lune qui est psychiquement extrêmement puissante. Puis je me disais, oh mon Dieu, on est tellement dans un moment, présentement, où est-ce qu'on a besoin de canaliser cette énergie-là pour venir rencontrer notre ombre, rencontrer notre culpabilité, nos doutes, nos peurs, toutes ces choses-là qui sont difficiles à regarder en pleine face. Ben, c'est une pleine lune qui va nous mettre le regard direct devant cette petite partie-là qu'on essaye habituellement de réprimer, mais il y a tellement de sagesse à aller chercher là-dedans. Il y a tellement de compréhension puis d'évolution qui peuvent être trouvées là-dedans. Et donc, je me disais, c'est vraiment trop une belle lunaison pour que je puisse passer à côté. Donc, le 7 mai prochain, je vous propose un rituel collectif. Il va avoir le lien dans la description de l'épisode. Sinon, n'hésitez pas à aller le trouver dans ma bio sur Instagram. Troisième question, une femme spirituelle qui t'inspire. Il y en a tellement, mais je vais répondre en fonction de qui m'inspire en ce moment. Donc, je vous dirais que dans les dernières semaines, les femmes qui m'ont inspirée à travers leur spiritualité, il y a Rose Gouette, mon Dieu, la propriétaire fondatrice de L'Oxy. Et j'adore la suivre sur Instagram. Je trouve qu'elle a une douceur, une vibe qui est tellement particulière à elle. J'arrête pas de comparer cette femme-là à un poème. Puis, elle partage au quotidien ses routines de self-care, surtout l'automassage, les soins du visage, puis ça m'inspire vraiment beaucoup. Puis, c'est une femme qui me fait du bien. Donc, je dirais que Rose Gouette, c'en est une. Une autre personne qui m'inspire beaucoup ces temps-ci, c'est Marjorie, que je vais recevoir très bientôt au podcast Mystique, Marjorie Bellil, qui est une tarologue, mais aussi une professeure de yoga Kundalini. C'est aussi une maître Reiki, si je me trompe pas, mais en tout cas, elle enseigne le Reiki, donc j'imagine qu'elle est maître Reiki. Puis elle est super bonne dans ce qu'elle fait, puis j'apprécie surtout son calme, à quel point elle est posée, à quel point elle semble être groundée. Puis je pense que son groundedness tient beaucoup du fait qu'elle a une super bonne discipline spirituelle. Donc, elle m'inspire beaucoup pour ça, Marjorie. Et finalement, une autre femme spirituelle qui m'inspire, c'est Adrienne Marie Brown, qui a écrit le livre Emergent Strategy. C'est une activiste, mais aussi une académique que j'admire particulièrement pour le travail qu'elle fait en général pour regrouper des communautés, faire des communautés qui sont plus inclusives. Elle s'inspire énormément de la sagesse de la nature pour expliquer des concepts super importants, puis repenser le concept de communauté aussi. Je pense que c'est aussi une super belle exemple de comment mettre ses frontières, ses limites d'une manière claire, Adrienne Marie Brown. Donc, je dirais que ouais, ça sera la troisième femme qui spirituellement m'inspire ces temps-ci. Donc, pour faire un petit résumé, Rose Gouette, Marjorie Bellil et Adrienne Marie Brown. Quatrième question, que penses-tu de la réincarnation? Ah, quelle question. Moi, je crois à la réincarnation et je n'y ai pas toujours cru. Donc, pendant longtemps, la réincarnation, c'était une idée qui me plaisait bien. Dans le sens que je trouvais que ça faisait du sens. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de réconfortant dans l'idée qu'on se réincarnait, mais il y avait toujours une partie de moi qui avait de la misère à y croire complètement parce que c'était basé sur absolument rien. Puis, je suis allée au Pérou, j'ai fait de l'ayahuasca et à travers une séance d'ayahuasca, ça m'a comme confirmé ou ça m'a offert les informations dont moi j'avais besoin pour me confirmer personnellement que la réincarnation existait. Donc, j'ai passé à travers des vies antérieures qui ont tellement résonné pour moi, qui m'ont tellement appris sur qui j'étais, sur qui je suis et ce que j'ai à travailler dans cette incarnation-ci, que maintenant pour moi c'est quelque chose de, je veux pas dire que c'est scellé à tout jamais, mais je me sens très confortable dans cette croyance-là. Je tiens aussi à dire que la réincarnation, c'est un peu un des fondements philosophiques de l'astrologie aussi, parce que dans le fond, c'est de dire qu'on est né avec une certaine carte du ciel qui a été choisie, si on veut, en
en réponse, on va dire ça comme ça, qui a été choisi en réponse à des dynamiques qu'on aurait vécues dans des vies antérieures et qu'on a besoin de travailler dans cette incarnation-ci. Donc, autrement dit, notre carte du ciel est une réponse à nos vies antérieures et est là pour nous préparer à nos vies suivantes. Donc, pour répondre à ta question, ce que je pense de la réincarnation, moi j'y crois et c'est pas mal ça. C'est de même que je vous expliquerai le pourquoi j'y crois. Mais je pense quand même pas que, tu sais, je pense pas que notre cerveau va avoir tendance à beaucoup simplifier ce qu'est la réincarnation et je pense pas que c'est aussi simple que ça. Dans le sens que je pense pas que dans une autre vie, mon nom c'était Ginette ou que c'était mon âme à moi qui s'est juste déposée dans une enveloppe différente. OK? C'est pas comme ça que je le perçois, je le vois d'une manière peut-être un petit peu plus atomique, on dirait, ou est-ce que ça serait comme différentes particules qui se regroupent, puis que j'ai peut-être été 40 000 personnes en même temps dans une vie précédente, qui sait. Mais je pense que notre cerveau humain est trop limité pour comprendre quelque chose d'aussi deep que la réincarnation. 5e question. Que répondrais-tu à tes proches s'ils ne considéraient pas tes croyances comme valides? C'est une très bonne question. Je dirais que premièrement, écoutez, si vous rencontreriez ma famille, à la base, vous trouveriez que je suis un petit peu le mouton noir, qu'il y a personne dans ma famille qui partage mes croyances. Je peux pas dire que j'ai eu des parents ou des familles qui ont été, je dis des parce que bon, c'est une famille un petit peu nucléaire, mettons, là, mais je pense pas que j'ai eu des parents qui étaient contre les choses dans lesquelles je croyais ou le chemin de vie que j'ai décidé de prendre. Je pense qu'ils m'ont toujours fait confiance, mais et je pense que toujours, ils ne comprennent pas vraiment les choses dans lesquelles je crois. Fait que je pense qu'il y a une différence entre être contre les croyances de quelqu'un et ne juste pas s'y intéresser. Si on ne considère pas tes croyances comme étant valides, je pense que premièrement, c'est super important que tu prennes un pas de recul et que pour ton bien-être à toi, tu ne tentes pas de justifier tes croyances à quelqu'un ou à des personnes qui sont même pas intéressées à ouvrir leur esprit pour essayer de comprendre. Je pense que ça fait d'énormes fuites énergétiques, puis je pense que ça s'inscrit même bien dans l'idée du bélier, de comme, si tu essaies trop de confronter puis de t'expliquer, est-ce que tu sers vraiment ton intérêt personnel? Est-ce que c'est une bataille qui vaut la peine d'être livrée ou est-ce que tu fais juste perdre ton énergie? Dans les cas où est-ce que les gens ne comprennent pas vraiment, mais sont pas nécessairement contre non plus, moi j'ai trouvé que de démontrer les bienfaits de mes croyances à travers l'exemple, c'est ce qui a le mieux fonctionné. Donc, par exemple, je vous dirais que avant que je reconnecte aussi intensément avec ma spiritualité, j'étais reconnue dans ma famille pour être une personne assez catégorique, très sec parfois, et qui manquait parfois de compassion aussi. Je pouvais être très rude avec les gens, en fait, surtout les gens que j'aime le plus, parce que c'est les gens souvent avec qui on se permet d'être le plus soi-même, puis de moins mettre des petits gants blancs pour communiquer. Puis de la seconde que j'ai commencé à m'impliquer dans ma pratique de yoga, à reconnecter avec le cycle lunaire, puis à reprendre possession de ma spiritualité, ma famille a tellement vu un changement en moi. Ils ont tellement vu une transformation, une douceur, un calme, ou juste ils ont été témoins de comment je suis redevenue moi-même. Puis ça a été assez pour leur faire comprendre que ce que je vivais, c'était positif, que mes croyances m'amenaient du bon. Puis je pense que juste ça les fait respecter beaucoup ce que je fais. Même si, comme je vous le dis, je pense pas qu'ils comprennent pas en tout. Mon père, pendant longtemps, il disait à tout le monde que sa fille fumait du céleri. Fait que, ouais, je pense qu'on n'est pas sorti du bois avec tout ça. Mais oui, je dirais de démontrer par l'exemple, c'est un bon truc. Sinon, si c'est particulièrement la sorcellerie, je le sais que c'est un terme qui fait grincer des dents plus d'une personne, quand moi, pourtant, ça m'excite tellement, mais bon. Je pense que c'est super important d'offrir peut-être la vision politique de
la réclamation de la sorcière, c'est-à-dire de parler de comment est-ce que l'archétype de la sorcière, c'est surtout basé sur la représentation de la femme qui est autosuffisante, qui a le droit d'être qui elle est à l'extérieur des normes qui ont été imposées pendant des millénaires par la société, par les familles, par la religion, etc. Donc, je pense que de débuter par la présentation politique de l'archétype de la sorcière va déjà faire comprendre un peu mieux à certaines personnes d'où on vient. Et je crois que le livre Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet est un ouvrage incroyable pour aider à trouver des statistiques, des arguments pour avoir ce genre de conversation-là avec les autres. Ou si la personne est vraiment intéressée à essayer de comprendre d'où tu viens, de lui offrir le livre ou de lui prêter, ça peut être une bonne idée aussi. C'est un livre qui a été écrit par une journaliste du monde diplomatique, donc c'est quand même une source très crédible et on n'est pas dans l'ésotérisme du tout, mais davantage dans le côté politique de la chose. Et finalement, la dernière question, quelles sont les personnes qui t'inspirent à libérer ta sexualité et à approfondir ton plaisir? Mais quelle question délicieuse! Merci beaucoup pour ça. Je dirais que la première personne qui a vraiment allumé cette flamme-là en moi, c'est je sais pas si on peut l'appeler une influenceuse, je pense qu'elle s'appelle une sexuality doula, donc une doula de la sexualité. Et elle s'appelle Evian Whitney. Donc, c'est une personne qui travaille surtout avec Instagram, si je me trompe pas. Puis, c'est elle qui a porté à mon attention le concept de s'érotiser soi-même. Puis, elle travaille beaucoup justement avec on dit des égaux-portraits, mon Dieu. On va appeler ça des selfies, ok, gang? Donc, elle travaille beaucoup avec les selfies sensuels ou sexuels pour justement booster notre plaisir personnel ou pour s'érotiser soi-même. Puis ça, c'est un concept qui m'a beaucoup, beaucoup parlé, surtout que à travers mon processus de guérison personnelle dans ma sexualité, j'ai réalisé à quel point, pour moi, la sexualité ou la sensualité se vivait d'abord dans le regard de l'autre. Donc, de me réapproprier ce processus-là à travers la photographie, par exemple, ça a vraiment été super sain pour moi, puis ça m'a beaucoup aidé. Donc, Evian Whitney, je vais vous mettre son nom dans la description du podcast aussi. Sinon, j'ai deux de mes amies que j'aimerais nommer qui m'ont beaucoup aidé aussi avec ça. Puis c'est Valérie qui, vous allez pouvoir la trouver sur Instagram, Into the Lush, et Mimo Magri qui a été ma première invitée au podcast. Ce sont deux amies qui, juste en étant qui elles sont tellement dédiées à leur plaisir personnel, ont tellement cette volonté-là de reconnecter à leur sexualité d'une manière qui est affirmée, qui est saine, qui est ouverte, qui est dans l'accueil, qui est dans la curiosité. Puis, ce sont des super beaux exemples pour moi de comment est-ce qu'on peut travailler avec les blocages que l'on ressent sexuellement, qu'on peut se réapproprier d'une certaine manière pour ne plus être à la merci de ces blocages-là, mais de les utiliser pour les transcender, puis d'apprendre à mieux se connaître et à être encore plus soi-même à travers sa sexualité. Donc, Valérie et Mimo, ce sont deux de mes grandes muses qui m'aident à libérer ma sexualité puis à approfondir mon plaisir, définitivement. Et finalement, la dernière chose que je pourrais vous nommer, ce n'est pas vraiment une personne, mais c'est plus un cours que j'ai pris. J'ai fait du burlesque il y a environ 1 an. Donc, j'ai pris un cours d'introduction au burlesque à Montréal. Puis ça m'a vraiment apporté beaucoup, je vous dirais. On pense que c'est facile. Moi, je pense que je suis quelqu'un de bien confortable avec ma sexualité, que je suis bien game, bien willing. Puis là, tu me places dans une salle avec, je sais pas moi, 10 femmes que je connais pas. On est toutes en train de se regarder devant un miroir, puis il faut se faire des yeux fierce. Après, il faut se faire des yeux doux, des yeux qui sont plus réceptifs, des yeux qui sont plus
perçant. Puis ça m'a tellement challengée, j'ai trouvé ça difficile mais incroyable en même temps. J'ai trouvé ça magnifique de voir le groupe de personnes qui s'étaient créées, puis à quel point on vivait cette exploration-là ensemble. Puis je vous dirais que tous les membres de mon groupe, de mon premier cours d'introduction au burlesque, ont été des personnes qui m'ont inspirée à libérer ma sexualité puis à approfondir mon plaisir parce que je les ai trouvées profondément belles dans leur courage puis dans leur manière de s'assumer dans qui elles sont, dans leur sexualité, etc. Comme promis, juste avant de vous quitter, j'ai tiré 3 cartes de tarot pour un petit reading collectif. Mais avant de vous dire ce qui est sorti de tout ça, j'aimerais vous rappeler que sur mon site internet vanessadl.com/horaire, vous allez pouvoir trouver toutes les offrandes que j'offre au mois de mai. Donc, il y en a 6 cours de groupe rituel collectif / yoga, tout le kit que vous allez pouvoir trouver sur mon site internet si vous voulez vous inscrire et travailler peut-être un peu plus personnellement avec moi. Les 3 cartes qui sont sorties ce mois-ci, ou cette semaine, on va dire, pour vous offrir, ou nous offrir, je dirais, parce que je vais prendre le conseil aussi, un peu de guidance, sont l'As de Pentacle, le 8 d'épée et le Monde. Donc, la toute première carte, l'As de Pentacle, c'est une carte qui nous parle d'opportunités. Parce que pour moi, les As ne parlent pas nécessairement de nouveaux commencements, mais surtout de nouvelles opportunités qui se pointent le bout du nez. Puis de la même manière que dans l'image, la main vient chercher le Pentacle, c'est de notre responsabilité de saisir ces opportunités-là. Dans l'As de Pentacle, on peut voir qu'il y a comme un beau jardin qui a l'air très, très abondant, très fertile. Puis je pense que quand l'As de Pentacle sort, ça devient très important de s'assurer que les opportunités que l'on saisit, ce sont des opportunités qui vont être fertiles. Donc, en d'autres mots, de très bien choisir ses semences. Puis quand on parle du signe, pas du signe, mais de la suite des pentacles qu'on associe à l'élément de la terre, il y a quelque chose de très groundé et pratico-pratique à ça. Donc, on doit bien choisir ses semences pour s'assurer que on ait réfléchi à quel genre de jardin on a envie de pousser. Quel genre de jardin est-ce qu'on peut se permettre de faire pousser avec les ressources que l'on a? Donc, ça nous demande d'être très diligent et très précis dans le choix des semences et dans notre stratégie de comment est-ce qu'on va les planter. Choisissez vos intentions choisissez vos intentions avec intention, c'est ça que j'allais dire. Choisissez-les délicatement, prenez votre temps, puis je vous dirais que le gros travail de votre choix d'intention, ou une fois que les intentions vont être choisies, qu'est-ce qu'on fait avec ça après, ça va surtout être dans votre tête, parce que le 8 d'épée, c'est une carte qui nous dit qu'on met nous-mêmes nos bâtons dans nos roues. Si on regarde la carte, on voit que c'est une femme qui est entourée d'un mur d'épée. Puis, il n'y a aucun épée placée devant elle. Elle est ligotée avec une corde, les yeux bandés, mais la corde est comme lousse. Elle serait capable de s'en sortir elle-même puis d'enlever ce qui obstrue sa vision. Puis pour moi, c'est une carte vraiment fatigante, le 8 d'épée. J'aime pas tellement ça, la piger, parce que c'est une carte qui me responsabilise, puis qui vient me dire, si t'as de la misère à avancer, si t'es pas capable de voir les opportunités et les possibilités devant toi, c'est à cause de ton framework, de ton mindset, du narratif et des croyances qui sont présents dans ta tête et qui te limitent à voir ce qui est possible. Donc, ça va être très important que vous travaillez avec votre mindset ce mois-ci pour être sûr de choisir les bonnes intentions et les bonnes opportunités. Puis une fois que vous allez faire ce travail-là, de vraiment faire le ménage des narratifs qui vous limitent dans votre tête pour déposer les bonnes intentions, vous allez atteindre la carte du monde, qui est pas la fin d'un chapitre, mais la fin d'un livre. Le monde, c'est la carte qu'on associe à la planète Saturne, qui nous parle d'autorité personnelle, qui nous invite à maturer, à devenir quelqu'un de plus
de plus aligné, de plus intègre aussi, mais à travers l'endurance, la résilience et le travail discipliné. Donc, on a la possibilité de planter de belles choses ce mois-ci. Mais il va falloir faire à la manière du taureau et de regarder la tempête tête première, de s'assurer de foncer, de pas avoir peur de travailler fort, de se salir les mains, de mettre les mains à la pâte pour que nos rêves, nos buts peuvent se réaliser. Donc, une des bonnes manières de faire ça, selon moi, surtout dans l'idée de la nouvelle lune en taureau qui vient de passer, c'est d'y aller d'une manière qui est très groundée, de se mettre des habitudes, de se discipliner, en d'autres mots, de se donner une cadence, de se donner un beat. Parce que le taureau, c'est pas le premier qui va se rendre à destination. C'est pas celui qui va s'y rendre le plus rapidement possible, mais c'est celui qui va s'assurer de se rendre à destination de par sa cadence qui est toujours stable, qui est toujours soutenue, qui fait preuve justement d'une résilience et d'une endurance comme peu d'autres signes sont capables de le faire. Et selon moi, le reading concorde très très bien avec la nouvelle lune en taureau qu'on a eue la semaine passée et qui était alignée avec Uranus, en carré avec toutes les planètes qui sont dans les signes du Capricorne Verseau en ce moment. Donc, c'était pas une nouvelle lune facile, puis c'est ça que je disais durant le dernier Moon Club. Les intentions que vous placez ce mois-ci, attendez-vous à ce que vous deviez faire preuve d'énormément de force intérieure pour que ces intentions-là portent fruit. Ça va pas venir facile, mais plus on va mettre d'efforts, plus on va mettre d'énergie, plus on va sentir que le retour du balancier va être juste et va être puissant aussi. La meilleure manière que vous pouvez supporter le podcast, c'est en allant écrire un petit commentaire ou en allant noter le podcast dans Google Podcast ou dans Apple Podcast surtout. Je sais même pas si on peut noter ailleurs qu'Apple Podcast, mais si vous pouvez aller sur Apple Podcast, ce serait merveilleux, ça fait toute la différence. Partagez l'épisode avec vos amis que vous savez qui vont apprécier. N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux aussi, ça fait toujours plaisir de voir que vous nous écoutez et que vous appréciez aussi le travail que l'on fait. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle entrevue. D'ici là, prenez soin de vous, connectez avec votre plaisir et n'ayez pas peur de choisir les bonnes semences que vous voulez planter, de choisir de belles intentions qui vont porter fruit dans le futur et n'ayez pas peur de travailler fort pour celles-ci. Ici Vanessa DL et je vous dis ainsi soit-il. Une production Roméo.